arrestation du prophète Jérémie, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, beaucoup de questions. Sincèrement, les choses là, c'est flou. C'est flou. Et vous voyez, c'est déjà en train de faire un grand tollé dans les réseaux sociaux. Des gens en parlent et tout ça. Même des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les gens en parlent. Ça veut dire que beaucoup de personnes le suivaient. Et c'est comme si c'était un piège. Et moi, je me dis qu'il est même encore temps que vraiment les choses s'arrangent avant que les choses vraiment ne prennent vraiment une certaine altitude. C'est terrible. Je vais vous proposer d'écouter la vidéo de ce monsieur. Vous allez écouter un peu ce qu'il dit. Et c'est très pertinent ce qu'il dit. Écoutons un peu ensemble attentivement Bonjour ce à qu'il dit. tous. D'entrée de jeu, je voudrais demander à tous les Ivoiriens, citoyens, patriotes, compatriotes, de bien vouloir partager cette vidéo-là. C'est vraiment dommage, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire plonge dans un état dictatorial. Aujourd'hui, nous avons transmuté notre système étatique en une certaine forme de pression des voix dissidentes. Et c'est dommage. La Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de tout ça? Je dis non. Au regard de ce qui se passe avec le prophète David Aimé Jérémie, je pense que même nous sommes en train de saluer la mémoire de Fofi Kwaku. Parce que Fofi Kwaku, si on pouvait sonder son âme, cette âme n'aurait même pas accepté ce qui se passe à l'endroit du prophète David Aimé Jérémie. Cette âme n'aurait même pas accepté. Cette âme aurait pardonné, aurait appelé à la cohésion, à la désescalade verbale, à la réconciliation des populations. Alors ce n'est pas en rendant justice de cette manière à Fofi Kwaku qu'on est en train de coudre cette plaie, cette ouverture, cette largesse, ou j'allais dire même cette accentuation de la haine aujourd'hui qui sévit en Côte d'Ivoire. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Parce qu'on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une épée de Damoclès qui est bradée sur la tête de toute partie dissidente en Côte d'Ivoire. Dès que tu n'es pas d'avis avec le pouvoir, dès que tu dénonces, systématiquement tu dois faire le courroux d'une oppression sans précédent. Et c'est sûr aujourd'hui à quoi nous assistons. Nous avons condamné, moi personnellement j'ai condamné les propos donc, du prophète David Aimé Jérémie. Pourquoi? On ne peut pas aujourd'hui jauger, juguler les émotions de tout individu. On n'a pas la même histoire. Et moi je le dis toujours, la rébellion a tellement occasionné des pertes en vies humaines et nous-mêmes là, nous sommes des sujets, des acteurs donc, de cette rébellion. Nous sommes des sujets de cette rébellion parce que nous avons subi les travers de cette rébellion. Je ne cesse de le mentionner souvent. Je dis, j'ai perdu toute une famille calcinée dans une maison à Djokwe. Mon oncle, mes cousins. Mais aujourd'hui, nous appelons tous à la réconciliation, à la cohésion. Je vais d'abord mettre une pause ici avant de continuer la vidéo. Sincèrement, on arrive, on casse la porte, on détruit, on casse des gens cagoulés, arrivent. Quand il a commencé même d'abord à parler dans la vidéo, il dit des bandits sont en train de casser. Parce que lui se dit c'est des bandits. C'est des bandits. Et vous allez comprendre dans la vidéo aussi. Ce monsieur, il est aussi en train de dire que les gens qui sont entrés là-bas chez le prophète, là, c'est des bandits. Et après quelques temps, on apprend que voilà et tout, il est entre les mains de... Oh, cette histoire-là, c'est compliqué. Et puis moi, j'ai un ensemble de questions que je veux poser. Premièrement, quand le prophète Jérémie, quand on est venu le prendre, est-ce qu'il était souffrant? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il vraiment, il était dans un état où il fallait qu'on l'amène aux urgences? Non. Puisqu'il parlait, les vidéos montrent qu'il parlait bien, il expliquait, voilà, ils sont en train de casser. À un moment donné, il ne pouvait plus, parce qu'on le blâmait, parce que je ne sais même pas si on l'a frappé, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, si on l'a frappé, ainsi de suite et tout ça. Ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que ce sont aussi les mêmes choses que le prophète Elipada a subi? On se pose des questions. Quand ils arrivent dans la maison, ils commencent à casser. Ils cassent, ils cassent, ils cassent. Je me pose aussi la question de savoir qui lui a donné de l'argent pour acheter ces choses-là. Est-ce qu'ils sont venus casser parce que ce sont eux qui financent ce prophète? C'est aussi une question qu'on peut poser. Hein. Excusez-moi. On pose des questions. On veut connaître la réponse.
Est-ce que c'est le parti au pouvoir qui finançait le prophète pour acheter? Et puis ils étaient fâchés, comme quoi, voilà, comme tu ne fais pas ce qu'on veut, on va tout casser et tout ça. Ou alors ils sont venus casser par méchanceté. Les millions qu'on a pris, on a porté là. Est-ce que c'était les millions que le parti au pouvoir lui a donné? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. Pourquoi on ne lui donne pas un téléphone pour qu'il fasse un live et qu'il parle clairement? Pourquoi? Un homme de Dieu. Parce que même dans la vidéo, vous allez écouter ce monsieur, il est en train de parler de Kakou Séverin, des grands hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire qui ne sont plus aujourd'hui. Et il dit clairement que si ces gens, on leur posait la question là où ils sont, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ils allaient certainement vous dire que même si le prophète a mal parlé, il ne méritait pas cette humiliation. Il ne méritait pas cette humiliation. Cette humiliation, si ça va encore faire en sorte que les gens même mettent, c'est-à-dire regardent le gouvernement encore bizarrement. Cette humiliation montre que c'est comme si ce n'est pas un état de droit. Cette humiliation montre comme si c'est un pays où il y a la dictature, où tu ne peux pas dire ce que tu penses. Mais si c'est qu'on le considérait comme un fou, il fallait qu'on le laisse parler. Il parle n'importe quoi. Si justement on s'attaque à lui, c'est parce que ses propos dérangent. Ses propos dérangent. Donc, là, sincèrement, je vous laisse écouter la suite de la vidéo. Ensuite, j'espère que vous allez mettre votre commentaire pour qu'on puisse lire ce que vous écrivez par rapport à ce problème. Parce que c'est un problème et je pense que peut-être dans les jours à venir ou bien dans les heures à venir, c'est-à-dire l'État va mettre la lumière sur tout ça. Sur tout ça. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelque chose peut se passer là, tout le monde entier est au courant. Parce que l'affaire qui s'est passée là, même aux États-Unis, les gens sont déjà au courant. Même partout, les gens sont au courant à cause de l'Internet. Donc, ce que le procureur a dit, c'est bien, on entend, mais oui, et ça nous dit, voilà, on continue d'espérer qu'on croit qu'il est en vie toujours. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Aussi, c'est la dernière question que je pose avant de vous laisser écouter l'autre vidéo. Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'on l'a bastonné exagérément? On a même piétiné le côté de son cœur là, et ça a causé certaines choses dans son cœur, et puis on l'a amené parce qu'il peut-être il était déjà en train de rendre l'âme. On l'a amené rapidement aux urgences. C'est toujours des questions qu'on se pose. Je n'ai pas dit que c'est ça qui a été fait, mais c'est des questions qu'on soulève, que toute personne qui réfléchit peut soulever et attendre des réponses. Ça, c'est clair. En tout cas, regardez ce message et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Nous n'appelons pas la récrimination, nous n'appelons pas la vengeance. Nous appelons la désescalade de la haine. Parce que peu importe ce que nous ferons, nos frères du Nord sont des Ivoiriens. Nos frères du Sud, de l'Ouest, du Centre, nous sommes tous des Ivoiriens. Et l'objectif principal, c'est de consolider cette nation-là. De faire une nation forte. Aujourd'hui, quand on voit l'état du Rwanda, on ne peut pas tout le temps ressasser ce que nous avons passé. Mais il revient à l'état de Côte d'Ivoire de tendre la main, de coudre les blessures. Mais dommage, aujourd'hui, de voir même ceux-là qui doivent prôner la cohésion, la réconciliation, qui devraient tout accepter sur eux, prendre des micros, aller voir des populations dans certaines contrées en Côte d'Ivoire et ressasser le passé, ce qu'ils ont vécu. Bien qu'ils soient aujourd'hui au pouvoir. Cela montre combien de fois la haine est encore dans les cœurs. Ceux qui doivent donner l'exemple ne le font pas. Ils accentuent encore le fossé de la haine entre les populations. Parce qu'ils veulent instrumentaliser cette haine comme une crainte pour maintenir leur électorat. Essentiellement focalisé sur la partie nord de la Côte d'Ivoire. Ils rendent complices de cette gouvernance dictatoriale les populations du Nord, à qui à chaque fois
Ils vont prêcher le nom. Si on perd le pouvoir, vous savez qu'on est foutu. Ils vont se venger. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les autres viennent se venger? Allons-nous aller de vengeance en vengeance? Allons-nous toujours rappeler ce que les autres nous ont fait hier? Moi, quand je vois certains messages, je pense que l'État de Côte d'Ivoire devrait même se remettre en question. Et je dis toujours encore, je me répète, si on devrait sonder l'âme du colonel-major Fofié Kouakou, il aurait demandé à ce qu'on pardonne au prophète. Il aurait demandé même à ce qu'on ne touche pas au prophète. Il aurait prôné la cohésion, la paix et le pardon. Revenons sur la procédure de perquisition chez le prophète David Aimé Jérémie. On nous annonce qu'il n'y a pas, que le code pénal ne légifère pas en matière de perquisition. Il n'y a pas de mandat pour la perquisition. Mais le code pénal contourne, recadre, encadre la perquisition. Nous avons l'article 55 et 57 qui nous disent que pour perquisitionner chez un individu, il faudrait notifier tous les éléments apportés. En français simple, quand tu vas chez un individu pour perquisitionner, il faudrait non seulement avoir des témoins, et puis prendre les éléments dont tu as besoin et qui sont nécessaires aux enquêtes. Il doit avoir des témoins, des membres de la famille de cette personne, proches de cette personne, ce qui a lieu la perquisition, afin de notifier tout ce qu'on a pris. On ne vandalise pas la maison du citoyen. On ne prend pas des objets dont on n'a pas besoin, qui ne serviront aucunement à l'enquête. Mais lorsqu'on apprend que de l'argent a été emporté, on voit l'état des lieux de la maison, du domicile du prophète David Aimé Jérémie, mais on doit se poser mille et une questions. On doit se poser mille et une questions. Est-ce que l'objectif principal, c'est aller interpeller, attraper, saisir le prophète David Aimé Jérémie, ou c'est d'aller saccager, piller, voler ses biens? Voilà ce qui a eu lieu chez le prophète David Aimé Jérémie. Et les images en sont témoins de l'ampleur du vandalisme qu'on a constaté chez le prophète David Aimé Jérémie. Sommes-nous dans un état démocratique? Sommes-nous réellement dans un état démocratique? Et gros bémol. Aujourd'hui, nos médias, nos juristes sont tous complices de cette forme de cruauté, de barbarie, de violence, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Suite au communiqué du procureur de la République, on peut lire à la une des journaux où le procureur de la République dément le décès du prophète David Aimé Jérémie, parce qu'il faut envoyer cette information à l'international. Il faut rester sur une certaine forme de formalisme journalistique. Donner que le titre. Oui, il a démenti l'information. Mais le fond du message prêché par le procureur de la République devrait attirer notre attention. Et la rumeur est vérité partiellement. Parce que la rumeur nous dit que le prophète David Aimé Jérémie a été évacué d'urgence dans un CHU et a mentionné le nom du CHU. Avant d'accentuer tragiquement l'information en disant que le prophète David Aimé Jérémie a succombé. C'est cette information complémentaire qui a été démentie par le procureur de la République. Mais l'évacuation d'urgence dans cet hôpital mentionné dans la rumeur a été confirmée dans le communiqué du procureur de la République. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas? Pourquoi est-ce que les médias ne soulignent pas cette partie du texte? Comment un individu qui a été interpellé, qui a été arrêté le matin en bonne santé, parce que nous avons tous vu les images, et quelques heures plus tard, on nous annonce qu'il a été évacué d'urgence suite à une artère bouchée du cœur. Qu'est-ce qui a bien pu conduire à cette artère bouchée du cœur? Et quand on voit l'état dans lequel on a laissé le domicile du prophète David Aimé Jérémie, on peut s'imaginer ce qui lui est arrivé après. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand on emporte des objets dont on n'a pas besoin pour l'enquête, on laisse dans un état piteux le domicile d'un individu,
Mais on imagine ce qu'ils lui ont fait, qui a conduit à une artère qui a été bouchée. À quand la fin de la barbarie, de la violence? Et je reviens encore sur la capacité de ceux-là qu'on appelle les encagoulés. Pour moi, ce ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Non, non, ce ne sont pas des forces de défense et de sécurité. Parce que nos forces de défense et de sécurité, ceux-là que nous avons vus défiler lors de l'indépendance, ce sont des professionnels. Ce sont des personnes qui ont reçu une formation, bien que militaire, mais aussi juridique. Parce que la plupart d'entre eux connaissent le droit. Ce ne sont pas que les simples militaires ramassés dans la rue sans aucun niveau, ou des corps à bien ramassés dans la rue sans aucun niveau. Ils ont le niveau minimal. L'éthique, la déontologie de leur métier, on leur enseigne. Ce qu'ils doivent faire en société, ce qu'ils ne doivent pas faire en société. Ils savent que leur métier est encadré par la loi. Alors, ceux qui ont débarqué chez le prophète David et Jérémie, pour moi, ce sont des bandits de grand chemin. Ce sont des mécréants. Ce sont des hommes ni cœur, ni foi, ni loi. Et aujourd'hui, on plonge la Côte d'Ivoire dans une certaine forme de jungle, où n'importe qui peut aujourd'hui se servir d'une cagoule, former une petite équipe de 5 personnes avec 2 véhicules banalisés, débarquer chez des citoyens, piller leur maison et s'ériger en encagoulé. Voilà l'image que nous sommes en train de renvoyer à l'international. Mais c'est inquiétant. La Côte d'Ivoire est vraiment inquiétante. Le niveau de barbarie a atteint son paroxysme. On en sait.